Bonjour et bienvenue à cette formation qui porte sur le règlement, sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et cessation d'exercice des ingénieurs forestiers. Nous serons tout au long de cette formation vos deux présentateurs. Je suis Francis Gaumont, je suis inspecteur et directeur des affaires professionnelles depuis 2011 et membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers depuis 1997. Quant à moi, je me nomme Maître Ariane Imret. Je suis avocate et membre du barreau depuis 1993 et j'œuvre au sein de l'équipe de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec comme avocate au bureau du syndic et conseillère juridique de l'Ordre depuis 2003. Le règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et cessation d'exercice des ingénieurs forestiers est entré en vigueur le 6 août 2015. Il est en fait le résultat de la révision et de la fusion de deux règlements qui ont été adoptés en 1981, soit le règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation, ainsi que le règlement sur la cessation d'exercice. La révision du règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation était devenue nécessaire afin de le moderniser pour tenir compte notamment des nouvelles technologies de l'information en matière de gestion des données et des dossiers. Ce règlement établit les normes minimales qu'un ingénieur forestier devrait s'efforcer de dépasser et impose une obligation de résultat aux professionnels, tout en lui laissant de la latitude quant aux moyens qu'il choisira pour atteindre le résultat recherché. Le règlement comprend 5 sections. La première contient les dispositions générales, la seconde traite de la tenue des dossiers, la troisième énumère les obligations relatives au maintien des équipements, la quatrième concerne spécifiquement les cabinets de consultation et la dernière section traite de la cessation d'exercice temporaire et définitive. C'est dans la section des dispositions générales que se trouve notamment la définition du terme « client ». Celle-ci est la même que celle que l'on trouve au Code de déontologie. À moins que le contexte n'indique un sens différent, le client est, au sens du règlement, toute personne, groupe de personnes ou employeur pour qui l'ingénieur forestier rend des services professionnels. La section sur la tenue des dossiers s'applique à tout ingénieur forestier, quelle que soit sa pratique ou son mode d'exercice de ses activités professionnelles. Lorsque les dossiers sont tenus par l'employeur de l'ingénieur forestier, ceux-ci sont considérés comme étant les siens pour l'application du règlement si l'ingénieur forestier peut y consigner soit des actes professionnels ou des documents, renseignements concernant l'exercice de sa profession. Ainsi, l'ingénieur forestier a l'obligation de tenir un dossier pour chacun de ses clients. Cette obligation vise notamment la date d'ouverture du dossier, dans le cas d'une personne physique, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone ainsi que le courriel, et dans le cas d'une personne morale, le nom, l'adresse, le téléphone et le courriel, une description des activités et coordonnées du représentant autorisé de la personne morale. On doit également retrouver une description du mandat ou du contrat de service. On doit également retrouver dans le dossier une description des services rendus et leur date. Toute correspondance, que ce soit une correspondance papier ou virtuelle comme les courriels, des coordonnées des principaux intervenants, le dossier technique, des rapports, avis, recommandations faites aux clients, ainsi que les notes d'honoraires et de frais comme les factures. L'ingénieur forestier doit tenir à jour chacun de ses dossiers et ce, jusqu'au moment où il cesse de rendre des services professionnels aux clients concernés par ce dossier. Lorsqu'un dossier est fermé, l'ingénieur forestier conserve chaque dossier pendant une période d'au moins 7 ans à compter de la date du dernier service rendu. À l'expiration des délais de conservation prévus, l'ingénieur forestier peut détruire le dossier pourvu qu'il prenne les mesures nécessaires pour assurer la protection des renseignements confidentiels qu'il contient. Il ne peut en aucun cas détruire un original qui appartient à un client
sans avoir pris les moyens raisonnables pour lui faire parvenir un avis préalable d'au moins 30 jours, lui donnant la possibilité de le reprendre. Dans un objectif de préserver la confidentialité des informations du client, l'ingénieur forestier doit s'assurer que les dossiers sont conservés dans un local ou un meuble auquel le public n'a pas accès, fermé à clé. Pour les supports numériques, donc les dossiers numériques, il doit s'assurer que l'accès à ces dossiers-là soit protégé par notamment des accès restreints par mot de passe. Le système de classement doit être ordonné, que ce soit des dossiers physiques ou numériques, et le professionnel doit mettre en place un système de repérage afin de reconstituer le dossier en sa totalité, que ce soit des parties de dossier physiques ou numériques. L'ingénieur forestier a l'obligation d'insérer une note lorsqu'il retire un document d'un dossier. Afin d'en assurer la traçabilité, il doit s'assurer d'insérer une feuille dans le dossier qui indique la nature du document qui a été retiré, la date et l'identité de la personne qui a retiré le document. Il a également l'obligation de dater, signer, parapher ou identifier à son nom tout avis ou rapport introduit dans un dossier. En ce qui concerne le domicile professionnel de l'ingénieur forestier, celui-ci doit comporter une adresse civique, être facilement repérable et être muni d'un téléphone dont le numéro est indiqué à son nom, à celui de son employeur ou à celui de la société au sein de laquelle il exerce sa profession, et ce, dans un annuaire. Le domicile professionnel est le lieu où l'ingénieur forestier exerce principalement sa profession. Rappelons qu'en vertu de l'article 60 du Code des professions, tout professionnel doit faire connaître au secrétaire de l'Ordre son domicile professionnel et l'aviser de tout changement à ce sujet dans les 30 jours de ce changement. L'ingénieur forestier doit avoir accès à un ordinateur en tout temps dans son bureau. Il doit également avoir accès à une adresse de courrier électronique professionnelle. Il doit également identifier tout document produit à son nom, au nom de la société, de son employeur, ainsi que les adresses, téléphones et courriels. Dorénavant, tous les ingénieurs forestiers ont l'obligation d'afficher leur permis d'exercice à la vue du public dans leur bureau. S'ils s'absentent pendant les heures normales du travail, l'ingénieur forestier a l'obligation d'informer les gens qui tentent de le rejoindre, notamment par un message sur sa boîte téléphonique ou par message automatique dans sa boîte de courriel. L'ingénieur forestier a l'obligation d'assurer l'intégrité des équipements utilisés par lui ou par le personnel sous sa responsabilité. Il doit donc faire une inspection régulière, un calibrage et une mise à jour, un étalonnage ou un remplacement des équipements détériorés. À cette fin, il doit s'assurer de maintenir un registre dans lequel il doit indiquer la date, la liste des équipements vérifiés, le nom de la personne et la signature de la personne qui ont fait cette vérification. Le professionnel doit s'assurer de maintenir ce registre pendant une période d'au moins 7 ans. Les sections qui suivent s'adressent spécifiquement aux ingénieurs forestiers qui exercent dans un cabinet de consultation. Qu'est-ce qu'un cabinet de consultation? Eh bien, c'est le lieu où un ingénieur forestier dispense des services professionnels. Ainsi, ça ne s'applique qu'au cabinet de consultation où un ingénieur forestier exerce à son propre compte ou pour le compte d'un ingénieur forestier ou d'une société, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. L'ingénieur forestier doit s'assurer d'aménager le cabinet où il exerce de telle façon à ce que l'identité et les conversations des personnes qui s'y trouvent ne puissent être perçues de l'extérieur de ce cabinet. Il doit donc s'assurer que le cabinet puisse être fermé et qu'on ne puisse pas entendre des conversations qui ont lieu à l'intérieur. Il doit également aménager près de son cabinet un local, un endroit destiné à recevoir les personnes où il rend des services professionnels. Dans cet endroit, cette salle d'attente, si on veut, il doit mettre à la vue du public un code de déontologie, un règlement sur la conciliation et l'arbitrage des comptes, et doit s'assurer que les renseignements et les coordonnées de l'ordre soient indiqués sur ceux-ci. Si le professionnel devait changer de lieu de domicile professionnel ou d'exercice, il doit
donner un avis de 30 jours au client ayant un dossier actif. Maintenant, on passe à la section 5 qui concerne la cessation d'exercice. Les éléments suivants ne s'appliquent pas à un employé ou à un associé actionnaire d'une société, sauf si tous les actionnaires ou l'associé cessent d'exercer en même temps. Ainsi, l'ingénieur forestier qui cesse ses activités professionnelles doit s'assurer de trouver un cessionnaire ou un gardien provisoire qui doit être un ingénieur forestier obligatoirement. Lorsque la cessation d'exercice est définitive, l'ingénieur forestier concerné doit trouver un cessionnaire et aviser le secrétaire de l'ordre de l'identité de ce cessionnaire. Si aucun cessionnaire n'a été désigné, à ce moment, il y a prise de possession des dossiers par le secrétaire de l'ordre ou encore par un cessionnaire nommé par le conseil d'administration. Le cessionnaire ou encore le secrétaire, lorsque c'est lui qui a pris possession des dossiers, doit alors aviser les clients de l'endroit où sont situés maintenant les dossiers. Évidemment, tout ceci doit se faire de façon à sauvegarder les intérêts des clients. En aucun temps, on ne doit mettre en péril les intérêts des clients dans certains dossiers. Parfois, il faut agir rapidement. L'obligation de conservation des dossiers, bien entendu, demeure de 7 ans, comme la règle générale. En ce qui concerne la cessation d'exercice temporaire, encore une fois, c'est à l'ingénieur forestier concerné de trouver un gardien provisoire. Et toujours dans l'optique de sauvegarder les intérêts des clients, il devra faire les démarches nécessaires pour que tout cas urgent soit signalé au gardien provisoire. Il doit également aviser le secrétaire de l'ordre de l'identité du gardien provisoire. Et encore une fois, lorsqu'aucun gardien n'a été nommé, les dossiers seront pris en charge par le secrétaire de l'ordre ou encore par un gardien provisoire qui sera nommé par le conseil d'administration. Encore une fois, les clients devront alors être avisés par le gardien provisoire ou le secrétaire de l'ordre de l'endroit où on peut retrouver les dossiers clients. C'est le même principe qui s'applique également lorsque l'ingénieur forestier fait l'objet d'une limitation d'exercice. Alors, il peut arriver que temporairement, un professionnel se voit limiter l'exercice de sa profession dans certaines de ses sphères. C'est à ce moment-là, lorsqu'une telle limitation est soit imposée par le conseil d'administration ou par le conseil de discipline et que cette limitation dure plus de 6 mois, qu'on devra nommer, encore une fois, un gardien provisoire pour les dossiers concernés. À titre d'exemple, si un ingénieur forestier n'avait plus le droit d'effectuer des mandats d'évaluation forestière, il devrait trouver alors un gardien provisoire pour les dossiers où un tel mandat est en cours. Voilà qui met un terme à ce survol du règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et la cessation d'exercice des ingénieurs forestiers. Il est primordial de se conformer en tout temps aux normes minimales contenues à ce règlement. À défaut, vous pourriez faire l'objet d'une plainte devant votre conseil de discipline. Le respect des différentes modalités prévues à ce règlement fait partie du processus d'inspection professionnelle et l'inspecteur veillera à s'assurer que la pratique de l'ingénieur forestier y soit conforme. N'hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question complémentaire ou demande de précision quant à l'un ou l'autre des aspects dont nous venons de discuter. Merci. Merci.